Et bienvenue. Comme promis, on va s'attarder sur quelques mouvements de ce mercato estival. On avait déjà fait une large vidéo autour des dessous du transfert de Lenny Yoro, les changements d'agents, les multiples intermédiaires. Et surtout, on avait expliqué cette influence prépondérante de Jorge Mendes avec tout ce qui allait se passer, un peu ce jeu de chaise roulante. Ugarte qui ensuite a été transféré à United, Renato Sanchez prêté au Benfica et de l'autre côté, João Neves au Paris Saint-Germain. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi plusieurs transferts, et notamment celui de Douglas Luiz. Pour commencer, on va rester sur la première ligue. Le milieu brésilien d'Aston Villa, assurément l'un des joueurs les plus impressionnants de Première Ligue la saison dernière, et on sait qu'Aston Villa avait des besoins de vente, des difficultés financières. Le 30 juin, il est transféré pour une 50aine de millions à la Juve. Et là, rapidement, vous savez, il y a ce fameux mythe d'échange de joueurs. J'avais expliqué ça depuis des années, ça n'existe pas les échanges de joueurs. C'est un transfert d'un côté, un transfert de l'autre. La Juve et en Italie, c'est vrai qu'ils sont assez spécialistes. On rappelle d'ailleurs qu'en Italie, le mandat club, vous savez, le fameux mandat, l'agent qui va représenter un club, il n'est pas plafonné potentiellement. Donc les 10%, vous pouvez aller plus haut. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Aston Villa récupère deux autres joueurs. Un attaquant ailier anglais et un milieu de terrain argentin, je dois mal le prononcer, qui avait été à Sion. Alors vous m'excusez pour les noms toujours. Et en fait, il y a pour 22 millions de joueurs qui vont de la Juve à Aston Villa. Pendant qu'Aston Villa vend pour 50 Douglas Luiz. Deux joueurs qui sont immédiatement prêtés. Un à Bologne et le milieu de terrain argentin à Valence. Alors, Aston Villa, il y a la communication, oui, on compte sur... Alors l'attaquant, je veux bien. Là, j'en ai entendu du bien. Le milieu argentin, je rappelle qu'il était déjà venu en Italie, en passant en Suisse, à Sion, etc. En fait, tout ça, ça a été fait pour l'optimisation un petit peu fiscale à un moment donné. Donc en fait, c'est un joueur qui, malheureusement, doit avoir plein de talents, on imagine bien, mais qui est un peu marionnette et pantin de certains intérêts un petit peu cachés. Et en fait, ce qu'on apprend surtout, c'est qu'Aston Villa était dans l'obligation de faire une grosse vente avant le 1er juillet, autrement, il pouvait prendre 10 points de déduction. Eh oui, carrément, parce qu'Aston Villa, financièrement, ça va pas du tout. Alors, depuis l'arrivée d'Emery et Monchi, bon, il y aurait quand même des transferts un peu à redire cet été quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'opérations un peu micmac. Hein. Mais quand même, on sent que ça travaille aussi au niveau sportif. Mais en fait, l'ancienne direction a fait tellement n'importe quoi, on avait dilapidé tellement d'argent, que là, il y a besoin de pognon. Donc en fait, on a besoin à tout prix de faire une vente, et donc en fait, la Juve s'en est servi. Douglas Luiz lui dit 50 millions, mais si tu dois récupérer deux mecs à 22 millions, tu te rends compte que c'est pas forcément très bien. Et dans le même temps, cette opération, en fait, elle est simplement faite pour équilibrer les bilans financiers. Vous savez que la Juve, comme d'habitude, ils achètent. Donc on va me dire 50 millions, mais ils sont perdants. Non! Aston Villa, dans son bilan comptable, ils mettent plus 50. La Juve, ils mettent pas moins 50, non, non. Ils vont mettre plus 22, les deux joueurs qu'ils ont vendus tout de suite, même s'ils n'ont pas l'argent directement, parce que ce sont les fameuses opérations comptables. Et on rappelle que Douglas Luiz, s'il a signé pour 50, mettons, ce sera 10 millions chaque année. C'est en fait, globalement, hein, je dis ce qu'on appelle l'amortissement. Et quand on parle d'amortissement, et forcément on parle un petit peu de jeu d'écriture et tout. Il y a une autre équipe absolument incroyable à ce moment, c'est Chelsea. Et là, on va parler évidemment de la multipropriété, ce transfert du joueur brillant Diogo Gabriel qui était prêté à Strasbourg, donc club filial de Chelsea, qu'on envoie dans les derniers jours du mercato pour plus de 20 patates en Arabie Saoudite. On vient de faire une vidéo récemment sur la hype du joueur brésilien, notamment pour ses clubs de multi-club ownership, la MCO, également pour le golf et tout. Et donc on a un joueur qui sans doute doit avoir beaucoup de talent, etc., qui avait été transféré déjà pour une vingtaine de millions, et puis on le prête, et puis ensuite on va le retransférer pour plus de 20 millions, etc. Et c'est là où vraiment tu as l'impression que ce sont des placements boursiers. Ce qui est assez exceptionnel avec Chelsea, c'est qu'en fait on leur a dit bon écoutez, maintenant il faut arrêter les conneries, vous pouvez pas en gros, vous savez, en gros ils doivent se conformer à certaines règles vis-à-vis des fair play financiers et tout. Et donc en fait ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient leur filiale qui rachetait des joueurs de Chelsea, etc. Donc en fait l'argent restait toujours un peu pareil, c'était globalement une pyramide. Alors c'est assez exceptionnel parce qu'ils ont vendu justement deux hôtels qui appartenaient au club de Chelsea, justement pour équilibrer les comptes. Sauf qu'en fait, qui a acheté? En fait, c'est une autre compagnie qui appartient au propriétaire de Chelsea. Donc là, tu comprends le jeu d'écriture, tu te dis, on prend quand même les gens pour des imbéciles, et le contrôle dans le football, tu te rends compte que c'est vraiment de la fumisterie. Mais en fait, il y a aussi ces liens avec l'Arabie Saoudite. On rappelle l'année dernière les transferts de Kalidou Koulibaly et autres. Et il y a certains liens entre le propriétaire de Chelsea et en Arabie. Donc il ne faut pas tellement être étonné de voir certaines arrivées de joueurs de Chelsea en Arabie. C'était déjà le cas l'an dernier. Et ça sert surtout en fait à équilibrer les comptes avec ces jeunes qu'on place ici et là et qu'on revend tout de suite. C'est un peu de l'action-revente. Parfois on peut se demander où est l'humain là-dessus. Si on reste un petit peu en première ligue et qu'on parle des MCO, on est obligatoirement obligé de parler de Nuama. Je suis désolé, je me suis répété. Nuama qui devait partir à Fulham, vous savez, ce joueur ghanéen. Alors, on avait parlé longuement, hein, ce micmac sur ce transfert, il était au Danemark, il va passer en Belgique, sauf qu'en fait c'est lié à cette Galaxy Eagle qu'à Lyon, Botafogo, etc. Sauf le club belge, pas l'argent. Hein. Je rappelle que Nuama est transféré à Molenbeek, hein, c'était son club, et que je crois qu'il faisait à peu près le double du budget du club, donc c'était n'importe quoi, il y en avait qui avaient un peu gueulé, la FIFA comme d'habitude a dit non c'est bon, avec la complicité, il faut le dire, hein, de la DNCG française qui n'a trop aucun problème avec le joueur, aille directement à Lyon, ensuite Lyon va acheter le joueur, et puis tout ça en l'espace de 12 mois, hein, pour le revendre immédiatement, parce que Lyon a besoin d'argent, a promis 100 millions de ventes à la DNCG, comme on l'avait annoncé, et comme pour les Cacré et tout, et les Cherki, il n'y avait pas d'offre. Donc Nuama, il y avait une petite offre, on allait vendre 70% des droits économiques du joueur, en garder 30% machin, des grosses pressions, comme le journal de l'équipe l'avait très bien expliqué. Le joueur qui fait la visite médicale à Lyon et qui ensuite devient introuvable, enfin, et dans tous ces états parce qu'il ne voulait pas partir. On a tout fait pour qu'il dégage, etc. C'était honnêtement
c'est assez dégradant et c'est là où on voit à quel point les joueurs en fait sont des marchandises. Quand on n'a plus besoin de toi, on te met un coup de pied dans les fesses. Donc là en fait ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire surtout qu'en fait on a toujours ce serpent de mer un petit peu avec Fulham, avec des clubs comme ça, Everton, Nottingham Forest, surtout vis-à-vis de l'Olympique Lyonnais, on l'a vu encore cet été. Mais en fait c'est peut-être l'apothéose, le symbole de tout ce qui ne va pas dans la politique sportive de l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire les joueurs partent, arrivent, etc. On a vu Mangala, on a vu le défenseur brésilien et tout. Et dans le même temps dans la politique sportive, on rappelle que David Friot, l'actuel directeur sportif, passe probablement d'ailleurs ces dernières semaines à l'Olympique Lyonnais. Il serait très étonnant de le voir encore cet hiver. Il est plus que sur la sellette et quelque part on peut dire qu'il y a une certaine logique vu la cacophonie. Mais est-il le seul responsable quand un propriétaire joue à Football Manager? On parle toujours un petit peu Première Ligue, Ligue 1. On va revenir sur Eli Wahi. Alors vous allez me dire mais pourquoi la Première Ligue? Bah, tout simplement parce que Bournemouth était intéressé, ils étaient prêts à mettre 30 millions et puis en fait ils se sont renseignés sur les antécédents du joueur, le comportement, les sorties, etc. Toute la vie on va dire hors du terrain. Finalement ils ont dit non on ne le fait pas. On rappelle que Lens avait mis plus de 30 millions, je crois que c'était 30-35 à Montpellier. On rappelle que Montpellier, normalement, ils ne vendent pas les joueurs aussi cher, donc ça avait surpris tout le monde. Hein, la valeur, c'est vrai que Franquès voulait un numéro 9, mais pas forcément de ce profil. Le salaire, absolument incroyable, parce qu'à Lens, avec la qualification Ligue des Champions, on a fait n'importe quoi. D'où la cure d'austérité et le fait que Lens a eu beaucoup de mal à vendre et n'a pas vendu ce qui était prévu. Donc cet hiver, on risque de brader les joueurs. Lens est dans une grosse difficulté financière. Et donc, oui, bah, c'était un peu ça, l'attitude. Et Lens voulait à tout prix le vendre. On l'a proposé de partout. On rappelle qu'il a changé pas mal de fois d'agent. On rappelle d'ailleurs, un moment assez drôle, mais George Mendes, à un moment donné, a été l'agent de Wahi, il ne l'est plus, sauf que c'est lui qui avait le mandat club de vente. Donc comme Montpellier le vend à Lens, et bah c'est lui qui récupère les 3 millions, alors que c'est pas lui qui va faire la sortie du joueur, c'est William Davila et Rachid Silarbi qui est sur ce dossier travaillent ensemble. Alors c'est vrai, on connaît les accointances entre Rachid Silarbi et Mehdi Benassia, mais il n'y avait pas que ça, Marseille voulait peut-être un peu le relancer et tout, de Zerbi, etc. Donc on paye 25 à Marseille, donc encore une fois c'est l'idée d'amortissement, c'est-à-dire que Lens le paye une telle somme. Là vous allez dire, ah mais ils le payent 30-35, ils leur vendent 25, ils ont perdu de l'argent. Non, parce qu'en fait, encore une fois c'est l'amortissement sur ton bilan comptable, tu vois pas ça. Tu vois 35 millions divisé par le nombre d'années de contrat en fait. Donc chaque année tu fais moins, et là en théorie c'est la différence qui fait qu'ils ont déjà amorti une année, donc voilà. Globalement ils ont fait ça, un petit pourcentage à la revente, mais surtout en fait, oui, ils payent sa réputation, et non seulement de ce qui s'était passé à Caen, Montpellier, mais également sur toutes les sorties, etc. Et aussi le caractère et tout. Donc finalement il arrive à Marseille, un peu par dépit, par défaut, parce que Lens était dans l'obligation de vente, c'est pour ça qu'aussi c'est un petit peu moins cher. Mais on va revenir en fait sur le prix, parce que quand il a acheté 30-35, il peut, en fait, c'est soit il va surperformer et il a le niveau pour, si jamais tout va bien, on sait qu'il en est capable, et là tu pourras le revendre plus cher, sinon c'est très compliqué, faire un achat à 30-35, c'est un énorme risque. C'est un énorme risque, avec là Marseille, bon, on le rachète un petit peu moins et tout, mais ça va être aussi compliqué d'avoir une plus-value, on sait que Marseille a pas mal de mal à revendre ensuite pour plus cher, donc on verra un peu ce qui va se passer, mais c'était un transfert très important pour Lens, surtout que Damso au final ça se fait pas, donc voilà, là c'était un peu le côté, j'allais dire sombre, parce qu'il y a eu tellement de changements d'agents, d'intermédiaires de ci, de là. On espère que pour ce joueur très talentueux, un jour, le football redeviendra la grande priorité pour tout le monde et sa famille. Et dans le même temps, on a oublié de parler un peu de Safonov, le gardien russe qui est arrivé au Paris Saint-Germain. J'ai tout entendu. Oui, Campos, je surpaye le visage, je sais pas trop quoi et tout. Non, politique. Alors, me demandez pas le pourquoi du comment. Au Qatar, on a dit voilà, on le fait. On te dit juste oui, c'est politique. Alors, aucune idée du pourquoi du comment. Par contre, souvent on entend plein de théories sur les transferts, les ci et là. Souvent, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus triviale, beaucoup plus simple. C'est souvent de l'ego et surtout des petits intérêts. Oh, d'ailleurs, mon petit doigt me dit que Massara à Rennes, quand je vois l'attaquant danois qu'ils ont fait pour 7 millions, alors qu'il n'était pas toujours titulaire au Danemark, là je me dis, ça sent aussi que des fois, le sportif, comme on l'a bien vu, c'est loin d'être l'argument premier de tous ces transferts-là. Bref, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Et je vous dis keep the faith.